Salam alaikum, chers élèves. Salam alaikum, chers élèves. On va commencer la correction nationale bac 2021 concernant la matière physique-chimique, niveau deuxième année bac, option PC, donc française. D'accord? Alors, l'exercice 1 contient deux parties. Donc, ces deux parties sont indépendantes. On commence par la partie 1. C'est l'étude cinétique d'une réaction chimique. D'accord? Alors, première question. Dresser le tableau d'avancement de cette réaction et déterminer la valeur de l'avancement final, sachant que cette réaction est totale. Donc, d'après l'équation de la réaction donnée dans l'exercice, on peut dresser le tableau d'avancement, de cette réaction. Donc, c'est clair. Donc, le tableau d'avancement est clair. D'accord? On a trois états. L'état initial, au cours et l'état final. Et selon les données, on a le corps, CH3COO, C2H5, donc utilisé en excès, on met en excès. Par contre, les ions hydroxyde, quantité de matière initiale, 1,0. Donc, c'est clair, le tableau d'avancement. La détermination de la valeur de l'avancement final X final. On commence. Puisque la réaction est totale, SH3CO, C2H5 est en excès, alors les ions hydroxyde H- est le réactif limitant. Donc, X final est égal, dans ce cas égal à X max, parce que la réaction est totale, est égal à 1,0, c'est l'absence moins 3 mol. C'est clair? Deuxième question, 2.1. Donc, d'après les données, d'après la question 2, on mesure automatiquement à chaque instant la conductivité sigma du mélange réactionnel, la courbe de la figure 1, dans les variations de la conductivité du mélange réactionnel en fonction du temps. La droite T représente la tangente à la courbe au point d'abscisse T1 égale à 4 minutes. L'expression de la conductivité sigma du mélange réactionnel en fonction de l'avancement X de la réaction est sigma est égal à 0,25 moins 160 fois X, où sigma est exprimé en Siemens mètre moins 1. X exprimé en mol. 2.1. La question c'est la suivante. Définir le temps de demi-réaction T1,5. Donc d'après le cours, le temps de demi-réaction T1,5 est la durée suffisante, ou bien la durée au bout de laquelle l'avancement de la réaction prend la moitié de sa valeur finale. C'est-à-dire que l'avancement à l'instant T1,5 est égal à la moitié de l'avancement final. Donc, seulement le cours. Question 2.2. À l'aide de l'expression sigma en fonction de x et de la courbe de la figure 1, détermine la valeur de T1,5. D'accord? 2.2. On a d'après l'expression de la conductivité sigma est égal à 0,25 moins 160 fois x. Et à l'instant T1,5, on a sigma T1,5 est égal à 0,25 moins 160 fois x T1,5. Alors que sigma à l'instant T1,5 est égal à 0,25 moins 160 fois x final sur 2. On a remplacé seulement x à l'instant T1,5 par x final sur 2. D'accord? Déjà, on a calculé x final, qui est 10 absence moins 3 mol. Donc, on remplace x final sur 2, comme vous voyez. Et après un calcul facile, on trouve sigma à l'instant T1,5 est égal à 0,17 Siemens mètre moins 1. Et d'après la courbe de la figure 1, on met 0,17 Siemens mètre moins 1 dans la courbe de la figure 1. Et après la projection, on trouve T1,5 est égal à 4 minutes. D'accord? La page suivante. La page suivante. La question de 3. La question de 3. Montrer que la vitesse volumique de la réaction à un instant T s'écrit sous la forme V, petit p, égale à moins 1 sur 160 fois V0, produit la dérivée de la conductivité par rapport au temps. Alors, on a d'après l'expression sigma est égal à 0,25 moins 160 fois x, et par dérivation, par rapport au temps, la dérivée de la conductivité, la dérivation de la conductivité par rapport au temps,
est égal à la dérivation de son expression par rapport à t. Et puisque 0,25 est constant, sa dérivée est égale à 0, on trouve moins 160 fois 2x par rapport à dt. En multipliant par 1 sur V0 les deux termes, on trouve 1 sur V0 fois la dérivée de la conductivité par rapport à dt, qui est égal à moins 160 fois 1 sur V0 fois x par rapport à dt. On remarque que cette expression, 1 sur V0 fois x par rapport à dt, ce n'est que la définition de la vitesse volumique de la réaction. Et on remplace, on trouve alors la vitesse Vt qui est égale à moins 1 sur 160 fois V0 fois la dérivation de la conductivité par rapport au temps. D'accord, c'est clair, très important. La question 2.4. Déterminer en mol mètre moins 3, mètre moins 1. La valeur VA de cette vitesse à l'instant t est égale à 4 minutes. C'est ça la question. La réponse. D'après l'expression précédente, l'expression de la vitesse à l'instant t, qui est égale à moins 1 sur 160 fois V0, la dérivée, la conductivité par rapport au temps, et à l'instant t est égal à 4 minutes, d'accord? On place t par t1, 4 minutes égale moins 1 sur 160 fois V0 fois la variation, la conductivité par rapport à la variation de temps, qui représente le coefficient de vecteur de la tangente à la courbe à l'instant t est égal à 4 minutes. Donc, on choisit deux points qui est facile pour calculer ce coefficient de vecteur. Par exemple, on prend le point de coordonnées 0,17 avec 4. Même chose, 0,22 avec 0. Et d'après le calcul, on trouve que ce coefficient est égal à moins 0,0125 siemens mètre moins 1 minute moins 1. Donc, on le remplace. On remplace dans cette expression. D'accord? Il faut faire attention. On a 160. Voilà. V0, on a déjà donné, c'est 100 millilitres. Il faut la convertir en mètres cubes. C'est-à-dire, on multiplie 10 à la puissance moins 6. Très important. Fois moins 0,0125. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, le truc qu'il faut faire attention, c'est la conversion de millilitres, donc, au mètre cube. Après le calcul, on trouve 0,78 mol, mètre moins 3, mètre moins 1. L'écriture scientifique est égale à 7,81 10 à la puissance moins 1 mol, mètre moins 3, minute moins 1. Passons à la deuxième partie. Partie 2. La partie 2, c'est l'étude d'une solution aqueuse d'un acide carboxylique. D'accord? On lit l'énoncé. Un flacon dont l'étiquette est illisible contient une solution aqueuse SA d'un acide carboxylique de formule et de concentration inconnue. Cette partie de l'exercice se propose, première chose, de déterminer la concentration de cette solution aqueuse, d'identifier cet acide. On notera AH pour désigner l'acide carboxylique et A- pour désigner sa base conjuguée. Toutes les mesures sont réalisées ou bien sont effectuées à 25 degrés Celsius. 1. Dosage de l'acide carboxylique. On dose un volume VA 20 ml de la solution aqueuse SA de concentration CA par une solution aqueuse SB, hydroxyde de sodium, de formule Na plus AQ plus HO moins AQ de concentration CB est égal à 10 moins 1 mol moins 1. La courbe de la figure 2 représente les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume VB de la solution basique versée. 1.1. Écrire l'équation de la réaction de dosage. D'après les données, on remarque que la réaction de dosage s'effectue entre le AH qui est acide et H au moins qui représente la base du hydroxyde de sodium. Alors, donc, le dosage de l'acide carboxylique, l'équation de la réaction de dosage entre l'acide AH et plus H au moins nous donne A moins la base conjuguée de l'acide plus H2O qui est l'acide de la base H au moins. D'accord? Passons à la page 3. Passons à la page 3. La question 1-2.
La question 1.2. Déterminer graphiquement les coordonnées PHE, ça veut dire le pH du mélange à l'équivalence, et VBE du point d'équivalence, ça veut dire le volume ajouté pour atteindre l'équivalence. D'accord? En utilisant la méthode des tangentes, on trouve E, c'est la méthode déjà fait dans le cours, E, des coordonnées PHE, VBE, avec PHE égal à presque 8,4, VBE est égal à 20 millilitres. La question suivante. La question 1.3. Déterminer la valeur de la concentration CA. La réponse, à l'équivalence, on a CA fois VA est égal à CB fois VBE. D'où l'inconnu CA est égal à CB fois VBE sur VA. Et après le calcul, d'accord, on trouve ça est égal à 10 moins 1 mol litre moins 1. On passe à la deuxième question. L'objectif, c'est l'identification de l'acide carboxylique. La solution SA est préparée par des solutions de l'acide AH dans l'eau. La mesure du pH de la solution SA donne pH égal à 2,88. 2.1. Écrire l'équation de la réaction de l'acide AH avec l'eau. C'est clair? La question était claire. Donc 2.1. L'équation de la réaction de l'acide AH dans l'eau, AH plus H2O, nous donne à moins la base conjuguée de l'acide AH plus H3O plus des ions d'oxonium qui joue le rôle de l'acide conjugué de la base qui est l'OH2O. C'est clair? On n'oublie pas l'état de chaque espèce chimique, aqueux, liquide, aqueux, aqueux. 2.2. La question est la suivante. Montrer que le taux d'avancement final de la réaction est presque égal à 1,32%. Alors, d'après la définition, on a le taux d'avancement taux égal à x final sur x max. Il faut déterminer x final et x max. Supposons que la réaction est totale, et puisque l'eau H2O est en excès, alors l'acide AH, automatiquement, est réactif limitant. Donc x max est égal à la quantité de matière initiale de cet acide, qui est CA fois V. Car le coefficient stéquiométrique de l'acide AH est à 1. Avec V, c'est quoi V? C'est un volume arbitraire. Pourquoi? On va simplifier avec ce volume. Et d'après le tableau d'avancement ci-dessous, alors on peut trouver X final, qui est égal au produit de la concentration effective des ions d'oxonium H3O+, et le volume, donc le volume considéré de l'acide. Donc c'est clair, on s'intéresse seulement par l'état initial et l'état final. L'eau est en excès, et les autres aspects chimiques, ces quantités de matière sont indiquées dans le tableau. Alors, taux qui est égal à x final sur x max, on remplace x final par son expression. X max, son expression, même chose, c'est A fois B, et par simplification par le volume V, qu'on a considéré comme arbitraire, on trouve taux égal le rapport entre la concentration effective des ions d'oxonium H3O+, et Ca, et qui est égal H3O+ égale 10 moins pH sur Ca. Déjà, vous avez donné le pH qui est égal à 2,88. Ça a déjà trouvé 10 absence moins 1. Par calcul, on trouve que taux presque égal à 1,32%. Passons à la page 4. Passons à la page 4. La question 2.3. Déterminer l'expression du quotient de la réaction QR à l'équilibre en fonction de CA et taux. Et vérifier que sa valeur QR à l'équilibre presque égale 1,77 fois 10 à la puissance moins 5, bien exposant moins 5. On a, d'après la définition, le QR à l'équilibre est égal donc la concentration des ions A- et les ions H3O+, sur les concentrations effectives AH. Et d'après le tableau d'avancement, la concentration effective A- qui est égale à la concentration effective H3O+, avec AH, la concentration effective AH est égale à CA fois V moins X sur V. Donc on sépare donc le numérateur avec le dénominateur et on simplifie par V, on trouve CA est égal à CA moins X sur V. Avec X sur V, d'après le tableau d'avancement, ce n'est que les concentrations effectives des ions H3O+. D'accord?
Alors, la concentration effective de l'acide AH, c'est A moins la concentration effective H3 au plus à l'équilibre. Alors, en plaçant l'expression, donc c'est dessus, on trouve que R à l'équilibre est égal la concentration de H3 au plus au carré sur CA moins la concentration effective H3 au plus à l'équilibre. Et on a déjà trouvé que tout est égal, le rapport H3 les ions, la concentration effective des ions H3 plus CA. Alors, la concentration H3 plus est égale à taux fois CA. On le replace dans cette expression. D'accord? On trouve taux carré fois CA carré sur CA moins taux fois CA. On factorise par CA. Et on simplifie, on trouve l'expression suivante que R à l'équilibre qui est égal à taux carré fois CA sur 1 moins taux. C'est ça l'expression demandée. C'est trouver que R à l'équilibre en fonction de taux et CA. La vérification de sa valeur. Tout simplement, on remplace taux par sa valeur qui est 0,0132 et CA par substance moins 1. On trouve la valeur demandée qui est que R à l'équilibre est égal presque 1,77 fois 10 exposant moins 5. La question 2, 4. Identifier l'acide carboxylique AH étudié en vos aidants du tableau des valeurs de pKa des couples acide-base ci-dessous. Justifiez votre réponse. Alors, donc c'est logique, pour identifier l'acide carboxylique étudié, d'après le tableau, il faut calculer la valeur du pKa du couple. D'accord? Calculons le pKa du couple AH-. Déjà, on a Ka, et d'après la définition du couple AH-, c'est le rapport des concentrations des ions effectifs des ions A-, H3O+, et AH. Cette expression, c'est que le QR à l'équilibre, d'après l'expression ci-dessus. Alors, le Ka qui est égal à QR équilibre. Et d'une façon générale, est toujours la constante d'acidité d'un couple. Automatiquement, lorsque l'acide de ce couple réagit avec l'eau, on trouve que Ka est égal à QR à l'équilibre. Et on sait que le pK est égal à moins le logarithme décimal de Ka. On place le Ka par QR à l'équilibre. C'est ça. Et application numérique, sur l'application numérique, on trouve pK est égal à moins logarithme décimal 1,77 fois 10 puissance moins 5. On trouve pK est égal à 4,75. Et d'après le tableau donné dans l'exercice, donc ce pKa correspond à qui? À l'acide CH3COH. Alors l'acide carboxylique AH étudié, CH3COH, ce qu'on appelle acide, automatiquement acide éthanoïque. L'acide éthanoïque. Troisième question. Déterminer le volume VB1 dans la solution SB versée au cours du dosage pour que le rapport entre l'acide, la concentration effective de l'acide AH et sa base conjugée à moins est égal à 2,24. Alors pour calculer, déterminer le VB1, d'abord, il faut déterminer le pH correspond au volume versé. C'est clair? Pour utiliser quoi? Pour utiliser la courbe de la figure 2. On calcule le pH correspond au volume VB1. Alors, on utilise la relation connue très importante qui est pH égale à pKa plus logarithme décimal de la concentration effective de A-. Attention, c'est la base sur l'acide conjugué. On utilise une propriété mathématique qui est logarithme décimal de x sur y qui est égal à moins logarithme décimal de y sur x, tel que x et y sont de grandeur strictement positive. Pourquoi? Pour utiliser ce rapport qui est égal à 2,24. On place le pKa par 4,75 déjà trouvé, moins logarithme décimal de 2,24. D'accord? Donc on trouve que pH est égal à 4,4. On le met dans la figure, dans la courbe de figure 2 sur l'axe des ordonnées. Et après la projection, on trouve VB1 est égal à 6 ml. D'accord? La page 5. La page 5. Donc l'exercice 2. L'exercice 2 concernant propagation des ondes lumineuses.
1. Un vaisseau cylindrique de lumière blanche émis par une source S arrive perpendiculairement à la face d'un prisme P envers la figure 1. Le vaisseau lumineux issu de prisme arrive sur un écran E. On observe alors sur cet écran un spectre lumineux. Donc on souligne sur la lumière blanche et prisme. Et quoi encore? Donc spectre lumineux. D'accord? Spectre lumineux. Choisir parmi les propositions suivantes celle qui est juste. L'expérience précédente montre que la lumière blanche A est monochromatique, B n'est formée que de deux radiations différentes, C est polychromatique. Donc la proposition juste est C. Donc, la lumière blanche est polychromatique. D'accord, très important. 2. On éclaire le prisme P successivement par deux radiations lumineuses. L'une est rouge et l'autre est jaune. Les données. La célérité de la lumière dans le vide C est égale à 3 10 à la puissance 8 mètres secondes moins 1. La longueur d'onde de la radiation rouge dans le prisme est lambda rouge est égale à 474 nanomètres. La fréquence de la radiation rouge est mu R est égale à 3,91 10 à la puissance 14 Hz. Les longueurs d'onde de la radiation jaune sont lambda 0G 589 nanomètres dans le vide et lambda G 355 nanomètres dans le prisme P. 2.1. Calculer la fréquence nu G de la radiation jaune. On utilise la relation qui est C est égale de façon générale, la célérité est égale la longueur d'onde fois la fréquence. Alors, en particulier, on travaille dans le vide. Ça veut dire que C est égal à lambda 0 jaune fois mu jaune. Ça veut dire la longueur d'onde de la radiation jaune dans le vide. Ça, et sa fréquence automatiquement, sa fréquence. Rappel, très important. D'accord? La fréquence d'une radiation monochromatique, toujours, ne dépend pas du milieu. Mais par contre, la vitesse et la longueur d'onde dépendent du milieu. D'accord? C'est très important. Ça veut dire, si une radiation lumineuse change du milieu, alors sa fréquence reste invariante. Elle ne change pas. Par contre, sa longueur d'onde et sa vitesse changent. D'accord? Alors, là, on connaît c'est mu jaune est égal à 6 sur lambda G. Et donc, après un simple calcul, on trouve que la fréquence de radiation jaune est égale à 5,1 10 à la puissance 14 Hz. La question 2. Calculer les célérités VG et VR des radiations jaunes et rouges dans le prisme. Alors, toujours, on utilise la relation connue, c'est laquelle la célérité est égale à la longueur d'onde fois la fréquence. Alors, pour la radiation jaune, VG est égal à lambda G fois mu G. Donc, simple calcul. Donc, toutes les données sont existantes dans l'exercice. On calcule, on trouve VG est égal à 1,81 10 à la puissance 8 mètres secondes moins 1. Même chose pour la radiation rouge. VR est égal à lambda rouge fois mu rouge. Et un simple calcul, on trouve que la célérité de la radiation rouge est égale à 1,85 fois 10 exposant 8 mètres secondes moins 1. La question 3. Quelle propriété du prisme est mise en évidence par les résultats de la question 2. Alors, la question 2, on a calculé quoi? On a calculé les vitesses, les célérités de deux radiations, qui est le jaune et le rouge. On remarque quoi? On remarque que ces deux vitesses ne sont pas égaux. D'accord? On conclut quoi? Alors, puisque la vitesse dans le prisme dépend de la couleur des radiations, entre parenthèses des longueurs d'onde, alors le prisme est un milieu dispersif. C'est ça, la propriété, c'est ça. Donc la propriété du prisme mise en évidence dans cette expérience. 3. La question 3.
On éclaire avec une radiation laser. Donc, entre parenthèses, rappel,